Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition dont nous allons découvrir ensemble tout de suite les grands titres. Un humoriste qui nous met la larme à l'œil. À l'invitation de l'association monégasque pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer, Elie Semoun est venu présenter à Monaco le documentaire dans lequel il a filmé au quotidien le combat de son père contre la maladie. Il y dénonce également l'isolement dont ont souffert les personnes âgées en raison de la crise sanitaire. Il sera notre premier invité. La Monaco Ocean Week a servi de cadre au deuxième comité de pilotage de l'unité de recherche sur la biologie des coraux précieux qui fait l'objet d'un partenariat entre le Centre scientifique de Monaco et la prestigieuse maison Chanel. Et alors que l'on célèbre traditionnellement à cette époque de l'année la Journée mondiale de l'eau, le directeur général de la SMO dressera le bilan d'un an de crise. Manuel Nardi nous révélera l'impact de la Covid-19 dans le travail, mais aussi sur la consommation d'eau, ainsi que les répercussions de la tempête Alex sur les deux grandes sources d'approvisionnement en eau que sont la Vésubie et la Roya. Comment améliorer la protection des droits fondamentaux? C'est tout l'enjeu de la rencontre qui vient de se tenir entre le Tribunal suprême de Monaco et le Haut Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation. Explication à suivre dans ce journal. Vincent Vatrican viendra nous présenter le film qui sera projeté samedi au Théâtre des Variétés, It Must Be Heaven d'Elia Suleiman, sous l'égide des rencontres internationales Monaco et la Méditerranée. Mais tout de suite, ce témoignage touchant, l'amour d'un fils pour son père, la quête d'une mémoire qui s'efface. Dans le documentaire Mon vieux, l'humoriste Elie Semoun montre sans filtre les derniers mois avant le décès de son père qui souffrait de la maladie d'Alzheimer, des derniers mois sur fond de crise de la Covid. Il a répondu à l'invitation de l'association monégasque pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer et a pris part à une projection débat au Yacht Club. Et il est avec nous ce soir. Bonsoir Elie Semoun. Bonsoir Patricia. Vous êtes de retour à Monaco, non pas pour un one-man show humoristique dont vous avez le secret, malheureusement, mais pour un hommage plutôt à votre papa et une mise en lumière d'une double problématique. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez débuté le tournage de séquences avec votre papa qui souffrait de la maladie d'Alzheimer. C'est le contexte de exactement. départ. Je suis ravi, ému, flatté de pouvoir présenter ce beau film au Monégasque. Ce que l'on découvre dans ce documentaire, ce sont non seulement les difficultés que rencontrent les malades, mais aussi la détresse des accompagnants. Oui, on les appelle les aidants. Bon, moi, j'aime pas trop ce mot aidant, je dirais plutôt les aimants. Hein, voilà. Donc oui, c'est vrai que c'est une détresse parce que, comme je le dis dans le film, en fait, c'est comme si j'avais perdu mon papa deux fois. Une première fois parce que sa mémoire s'est évanouie, elle est partie dans les oubliettes. Et la deuxième fois, évidemment, parce qu'il est mort réellement. Mais c'est vrai que c'est très difficile quand... En fait, c'est lui qui possède les clés de notre enfance, de notre vie, de notre adolescence, tous nos petits secrets et tous ses secrets à lui. Donc c'est un peu difficile de perdre ça aussi. Mais mon père, c'était un Alzheimer gentil, on va dire. C'est-à-dire qu'il nous a toujours reconnus avec ma sœur. Mais... il avait la mémoire de l'instant, il l'oubliait très vite. Donc c'était assez difficile. Il y a aussi une forme de quête dans ce documentaire, la quête de la mémoire. Vous emmenez votre papa au Maroc sur les traces de sa jeunesse, mais rien n'y fait. Exact, on l'a emmené avec Marjorie Desjardins qui a réalisé le film. On a décidé d'aller, j'avais un spectacle à Casablanca, et on a décidé d'aller à Taza. Alors voilà, pour les Marocains, Taza, c'était sa ville natale. Ça faisait 20 ans, 30 ans qu'il n'était pas revenu, et moi, je n'avais jamais été. Donc, on est allé retrouver sa maison natale. On a été très déçus parce que c'était un taudis, c'était horrible. C'était un peu une déception, mais on s'est dit naïvement, enfin moi, je me suis dit naïvement, peut-être qu'il va y avoir un miracle, peut-être qu'il va y avoir un déclic, peut-être que ça va déclencher quelque chose. Malheureusement, on ne peut pas grand-chose contre cette maladie. Mais c'était des beaux moments. Ce que je veux dire, c'est que même si on l'a pas guéri de cette maladie, d'ailleurs on serait des magiciens, mais l'important, je dis ça pour les gens qui côtoient de la famille qui ont Alzheimer, il faut être là pour vivre l'instant présent, leur dire qu'on les aime, les caresser, les embrasser,
juste pour vivre le présent, même s'ils l'oublient un quart d'heure après. Mais la maladie et ce quotidien que l'on suit, cela ne vous a pas empêché d'y mettre beaucoup de sourires. Votre papa, Paul, ne manquait pas lui aussi d'humour. Oui, ouais, il était drôle. Honnêtement, ceux qui ont peur de regarder ce film parce qu'ils ont peur de pleurer du début jusqu'à la fin, peut-être qu'ils vont verser une larme, mais ils vont beaucoup rire. Parce que mon père était vraiment un clown. Il était drôle. Il y a des scènes où il drague des nanas, des vieilles dames à l'EHPAD, où il me fait croire qu'il est sorti avec une petite de 30 ans, où il fait croire à la directrice de l'EHPAD qu'en fait, lui, il va bien et qu'il fait beaucoup de sport, de l'athlétisme, de la piscine, du vélo. Donc oui, sa mauvaise foi est à mourir de rire. Oui, vous évoquiez l'EHPAD. Il a malheureusement fallu vous résoudre à transférer votre papa dans une résidence médicalisée. Ça a été le début d'une grande douleur, car cela a coïncidé avec le début de l'épidémie de Covid-19. Exactement, voilà. Donc j'ai eu plein de... Parce que je mettais souvent des vidéos sur mon Instagram de papa, et quand malheureusement il a fallu le mettre à l'EHPAD, j'ai eu quelques réflexions, pas beaucoup, méchantes, me disant « avec tout le pognon que tu as, tu aurais pu le garder chez toi ». Évidemment que ça aurait été mon rêve, mais au bout d'un moment, c'est impossible de garder quelqu'un dans cet état-là chez soi. Donc on l'a mis à l'EHPAD et malheureusement, il y a ce putain de confinement qui est arrivé. On nous a interdit de le voir pendant 1 mois et demi. Et là, ça a été comme si on avait savonné une pente. Il a glissé, glissé, glissé. Et il est resté 8 mois, 9 mois dans cet EHPAD et il est mort après. Parce que 1 mois et demi sans voir sa famille... sans pouvoir s'embrasser, sans pouvoir dire qu'on s'aime, eh ben ça a accéléré sa chute. Ça l'a tué en quelque sorte. Et pour ceux qui n'ont pas pu se rendre au Yacht Club ou qui n'ont pas pu voir le film à la télévision, oui. Comment peut-on le découvrir encore aujourd'hui? Alors c'est compliqué parce qu'on voudrait que ce film sorte au cinéma. Donc on l'a enlevé de YouTube. Il passait sur la chaîne parlementaire, il n'y passe plus. Donc il va falloir patienter en fait. Et j'espère peut-être soit le montrer sur une grande chaîne dans sa version télé, soit le passer au cinéma. Mais honnêtement, j'ai jamais eu autant de retours. C'est un film magnifique. Vous avez été touché par cet élan d'émotion et d'amour autour de votre papa et de vous-même? Incroyable. Écoutez, oui, parce que j'ai parlé de mon intime et en fait, c'est devenu universel, quoi. Elie Semoun, merci pour ce magnifique témoignage et ce cri du cœur qui, on le sait, est partagé par de nombreuses familles. Merci beaucoup. Alexandra Pani nous rejoint pour développer les autres informations du jour. Les résidents de la Principauté peuvent bénéficier d'aides pour améliorer leur cadre de vie, Alexandra. Bonsoir Patricia. Différentes aides sont effectivement proposées. Aujourd'hui, on s'intéresse plus particulièrement à cette subvention qui permet de faire quelques transformations au sein de son foyer. Avec le printemps, on a souvent envie de donner un coup de neuf à son intérieur. Vous pouvez donc demander cette aide qui pourra être directement réglée à l'entreprise sur présentation de la facture. La subvention est de 20% du montant des travaux plafonnés à 2 000 € par logement pour les plus de 65 ans. Il y a 1 500 € par logement pour les moins de 65 ans. Pour toute question, il faudra s'adresser à la direction de l'action et de l'aide sociale. Un nouveau label pour l'Université internationale de Monaco. Et pas des moindres, Patricia, l'International University of Monaco vient d'obtenir une accréditation internationale qui la positionne parmi 890 prestigieuses écoles de commerce, dont seulement une vingtaine en France. Son directeur, Jean-Philippe Muller, ne cache pas sa satisfaction. On l'écoute au micro de Sandrine Nègre. Nous avions commencé le processus en 2014. Il y a beaucoup d'étapes à franchir, beaucoup de rapports à remettre, beaucoup de transformations à faire, beaucoup de changements à engager. Et au mois de novembre dernier, un audit de 3 jours. On a déjà quelques autres reconnaissances, déjà celle de l'État monégasque, puisque nos titres sont visés par l'État. Nous avions l'accréditation en bas pour notre MBA. Récemment, ce MBA a été classé 33e dans le classement mondial de The Economist. Et cette grande accréditation, ça consolide toute cette valeur au niveau de l'établissement dans son ensemble. Et évidemment, pour des étudiants qui viennent du monde entier, des professeurs aussi, pouvoir considérer ce niveau de qualité, puisque c'est connu dans le monde entier, c'est certainement un avantage pour tous. L'UM est donc accrédité AACSB pour 5 ans. La convention de partenariat a été signée en décembre 2019. Elle lie la maison Chanel au Centre scientifique de Monaco, le deuxième comité de pilotage de l'unité de recherche sur la biologie des coraux précieux
vient de se tenir à Monaco en marge de la Monaco Ocean Week. Quels en sont les enjeux, Christine Datomel ? Oui, Patricia, un partenariat qui s'inscrit dans une démarche écologique et qui est soutenu depuis le début par la princesse Caroline de Hanovre. Le stock de corail rouge continuant de baisser en Méditerranée et les connaissances scientifiques étant encore limitées dans ce domaine, la société Chanel a souhaité créer, il y a un peu plus d'1 an de cela, une unité de recherche consacrée à la biologie des coraux précieux. Il y a des enjeux de recherche fondamentale, c'est-à-dire que ça permet, un partenariat comme ça, de re-questionner des problèmes qui n'ont jamais été résolus. Comment se forme le corail, quelle est sa durée de vie, pourquoi il est rouge, pourquoi il n'est pas ailleurs qu'en Méditerranée. Les résultats qui vont être trouvés vont permettre 2 choses. D'une part, d'imaginer, de tracer l'origine du corail. Et puis l'autre aspect, c'est est-ce qu'il est possible d'induire une couleur particulière avec l'ensemble de ces définitions et une forme aussi d'induire avec un collier de perles ou de pierres, ou etc. Donc c'est en fait quelque chose qui nous permet de retraverser l'ensemble des enjeux actuels dans l'océan, mais aussi au niveau de nos sociétés, au niveau aussi de nos cultures, et puis au niveau des générations futures avec le développement durable. Vous l'aurez donc compris, l'objectif est de développer des programmes de recherche fondamentale afin de comprendre certains processus de la vie du corail rouge de Méditerranée pour, bien sûr, protéger au mieux cette espèce, Patricia. Alors que débutait il y a un peu plus d'1 an maintenant la crise sanitaire, l'heure est au bilan. Certains l'ont traversée avec plus de facilité que d'autres, mais pour tous, il a fallu s'adapter. La SMO n'a pas fait exception à la règle. Quel impact sur la consommation de l'eau et sur l'approvisionnement? Le directeur général de la Société monégasque des eaux est notre deuxième invité. Bonsoir Manuel Nardi. Bonsoir Patricia. 1 an de crise dans le monde et à Monaco. Comment cela s'est-il traduit à la SMO? Quelles répercussions a eu la Covid-19 sur votre façon de travailler? Dans nos activités, on a été impacté évidemment par la modification de notre clientèle. La plupart des travailleurs frontaliers ne sont plus venus et où on a eu un certain nombre d'établissements qui ont fermé, notamment les bars, hôtels, restaurants qui sont pour nous de gros consommateurs. Et donc tout ça s'est traduit par une baisse significative des volumes mis en distribution. Et on a eu au plus fort de la crise en avril-mai 2020 aux alentours de moins 20%, avec un cumulé sur l'année 2020 qui s'établit aux alentours de moins 7, moins 8%, ce qui est quand même assez énorme par rapport à une année habituelle. On est encore en dessous des chiffres habituels aujourd'hui? On est encore en dessous. On a remonté, bien entendu, avec les ouvertures partielles des restaurants le midi, etc. Mais on a quand même l'impact des télétravailleurs et puis l'impact de toutes les fermetures des établissements, j'allais dire, en temps plein habituellement, que sont les établissements de la SBM qui sont fermés la nuit, les restaurants, les hôtels qui ne travaillent pas forcément au maximum de leur capacité. Donc tout ça a un impact encore négatif par rapport à une année normale, oui. Vous êtes un indicateur important puisque au fil de l'eau, il est possible d'identifier la présence ou non du virus. On ne parle pas des eaux usées où les traces sont très visibles, mais des eaux brutes. Alors, sur les eaux brutes, je ne fais pas de suivi particulier du virus du Covid. Les taux de traitement et les traitements que l'on applique pour rendre l'eau brute eau potable sont destinés à éradiquer toutes sortes de pollutions pathogènes tels que les bactéries, les virus, les levures, les microbes en général. Et le virus du Covid est un virus parmi tant d'autres et est éradiqué par les traitements que l'on effectue au bioxyde de chlore notamment et aux doses que l'on applique. Donc il n'y a absolument aucun problème par rapport à ce virus en particulier, par rapport à d'autres virus qui existent et qui perdurent dans la nature sous forme hydrique. Mais c'est donc plus significatif en revanche alors sur les eaux usées Ah, tout à fait, parce que les eaux usées récupèrent les rejets des gens qui sont contaminés, ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas encore, évidemment, d'où l'aspect un petit peu prédictif des choses. Et on a effectivement mis en place, en partenariat avec la DASA, un suivi assez régulier du taux de matière virale qu'on retrouve dans les eaux usées. J'insiste en disant que ce n'est pas le virus à proprement parler avec
son effet de virulence potentielle, mais des traces de la séquence génétique du virus que l'on recherche. D'où vient l'eau que nous consommons en principauté? Elle provient de deux origines principales. Une production locale issue des ressources dont dispose Monaco, et puis on a un autre groupe de sources plus vers l'est, vers la commune de Roquebrune, aux limites d'ailleurs de la commune de Roquebrune et Monaco, au niveau du Vallon Saint-Roman, et une source sur la commune de Roquebrune. Et puis, comme malheureusement tout ceci ne suffit pas, on a des approvisionnements en provenance de l'extérieur, en provenance à la fois de la partie française au niveau du canal de la Vésubie et de la plaine du Var, et puis de l'autre côté aussi, à titre de sécurité, et que l'on mobilise également, une ressource en provenance de la Roya. La Roya et la Vésubie qui ont été terriblement impactées par la tempête Alex. Est-ce que cela a eu des conséquences sur notre approvisionnement en eau? La tempête Alex a eu effectivement une incidence considérable, puisque d'abord, l'eau en provenance de ces rivières s'est troublée de manière très conséquente et donc est devenue impropre à son utilisation. Et puis, s'agissant de la Roya, on connaît les ravages qu'a eu la tempête Alex, et on a eu effectivement un colmatage partiel des ressources qui ont conduit à une baisse de la productivité du puits. J'insiste sur le fait qu'on avait anticipé ce phénomène-là, et en principauté, on avait rempli au maximum tous les réservoirs de manière à pouvoir se passer, au moins temporairement, des ressources en provenance de l'extérieur. Avec la crise Covid, il y a des débats aujourd'hui sur l'autonomie sanitaire de Monaco. Mais qu'en est-il de l'autonomie en eau? Est-ce que c'est quelque chose envisageable ou totalement utopique? Elle est, j'allais dire, théoriquement envisageable et pratiquement irréalisable. Quand je dis envisageable, on sait aujourd'hui mobiliser d'autres ressources alternatives que l'eau du milieu naturel, l'eau douce, et en particulier l'eau de mer. Évidemment, on pourrait s'orienter vers l'usage de l'eau de mer par désalinisation pour compléter notre production. Ça serait un petit peu un non-sens, puisque ça serait d'abord ultra énergivore, puisque c'est quand même une technologie très gourmande en énergie électrique notamment, très chère, et qui serait sans intérêt, puisqu'on bénéficie aujourd'hui, Monaco est adossé à un château d'eau qui s'appelle les Alpes du Sud, et donc on bénéficie d'une ressource naturelle, j'allais dire, qu'il serait dommage de condamner au motif d'une simple souveraineté de l'eau et de la ressource en eau. Manuel Nardi, merci pour cet éclairage sur l'approvisionnement en eau de Monaco. Merci. Merci Patricia, très bonne journée, à bientôt, au revoir. Une rencontre vient d'avoir lieu entre le Haut Commissariat à la protection des droits, des libertés et la médiation et le Tribunal suprême. Ils partagent le même champ d'études, mais ont des méthodes et des moyens d'action différents, si bien que les deux entités ont souhaité mettre en commun leurs expériences respectives pour permettre d'améliorer la protection des droits. C'est ce que nous explique le Haut Commissaire à la protection des droits, des libertés et la médiation et le président du Tribunal suprême. Nous réaffirmons notre engagement commun dans l'excellence de l'état de droit à Monaco, qui est fondamental. Ensuite, nous affirmons, car elle est réelle, la pleine indépendance des institutions de la justice et des institutions qui y concourent, comme le Haut Commissariat, et dont nous pouvons donner l'affirmation fondamentale. Et puis, et le Haut Commissariat s'en occupe particulièrement, nous devons veiller à l'effectivité des décisions qui sont prises. C'est important à notre niveau, au niveau du Haut Commissariat, pour renforcer la pertinence et la légitimité de nos recommandations aux autorités, puisque donc l'intérêt de tout ce processus, c'est de faire en sorte d'améliorer la mise en œuvre de l'état de droit, le respect de la légalité par les autorités administratives. Et d'un autre côté, nous serons en mesure nous-mêmes de faire remonter en fait certaines problématiques au Tribunal suprême et de leur permettre d'avoir une meilleure approche d'emblée des pratiques administratives pour pouvoir ensuite statuer sur les recours qui leur parviennent. Et pour contribuer à cette excellence, nous devons être en avant dans la modernisation. C'est pourquoi, à la demande du secrétaire d'État à la justice, nous avons entrepris la dématérialisation des procédures dans un souci de protection de l'environnement et d'amélioration de la rapidité de la justice. Et nous donnerons également, c'est un engagement, à l'image de ce qu'a fait le Haut Commissariat, un rapport public qui rendra compte de notre activité en pleine transparence. Anne Eastwood, Haut Commissaire aux droits, aux libertés et à la médiation, et Didier Linotte, président du Tribunal suprême, répondaient à Christine Datomel.
L'actualité culturelle avec 2 rendez-vous confirmés, Alexandra Pani, dont le premier avec les membres fondateurs des Rencontres philosophiques. Ils vont présenter leur nouvel ouvrage. Oui, Patricia, Joseph Cohen et Raphaël Zaguiri sont de retour en principauté pour leur ouvrage « L'adversaire privilégié », une réflexion sur la pensée d'Heidegger et plus largement sur l'histoire de la philosophie. La bibliothèque Louis Notari invite les 2 auteurs pour une rencontre dédicace le mercredi 7 avril à 16 h. L'entrée est gratuite, mais sur réservation. Et puis la grande exposition du Grimaldi Forum cet été. L'an passé, elle avait dû être annulée. Le grand rendez-vous estival du Grimaldi Forum devrait être de retour cet été avec le pionnier du modernisme, Alberto Giacometti. L'exposition rassemblera 230 œuvres articulées autour de 14 séquences. Une rétrospective qui présentera toutes les périodes de l'artiste et les différents médiums qu'il a apprivoisés tout au long de sa carrière. Le Grimaldi Forum s'est associé à la Fondation Giacometti pour cet événement, placé sous le commissariat d'Émilie Bouvard, directrice scientifique et des collections de la Fondation. C'est à découvrir du 3 juillet au 29 août. Ce journal ne serait pas tout à fait complet sans les prévisions météo. Quel temps pour la journée de mercredi, Alexandra? Il faudra compter sur un ciel plutôt nuageux dans la matinée. Le soleil sortira dans l'après-midi. Les températures seront de saison avec 9 degrés le matin et 15 degrés pour le reste de la journée. Le soleil se lèvera à 6 h 25 et se couchera à 18 h 48. Le 24 mars, nous célébrerons la Sainte Catherine de Suède. C'est sur ce point météo que nous nous quittons. Nous nous retrouverons demain à 19 h avec à ne pas manquer un Focus Info inédit de Sandrine Nègre et Alexandra Marangoni sur les différentes formations proposées aux employés de jeux du casino et dont voici un avant-goût avec ces photos prises par Manuel Vitali. À demain donc, mais d'ici là, passez une belle et douce soirée.